Je m'appelle Julien Morel, moi je m'occupe d'ESSEC Ventures, le pôle entrepreneur de l'ESSEC. En deux mots, ESSEC Ventures, c'est une soixantaine d'entreprises par an qui sortent de l'école, soixantaine de start-up. Un incubateur étudiant qui se trouve à Cergy, un incubateur non étudiant, une pépinière qui se trouve à La Défense au CNIT, et puis on a en projet de création un troisième incubateur à Paris. ESSEC Ventures, c'est aussi un fonds qui investit. Donc on connaît les problématiques d'investissement en start-up pour nos étudiants et notre écosystème. Alors je remercie Sébastien Méjean de Sojins d'être présent parmi nous. Il va nous expliquer ce qu'il fait, ainsi que Emmanuel Lévy, General Partner à 360 Capital Partners, qui a investi dans la société de Sébastien. Et l'échange aujourd'hui va se diviser en trois parties. C'est-à-dire la première partie, c'est qu'est-ce qui se passe avant la rencontre, comment l'entrepreneur va chercher des fonds, quelles sont ses démarches, quelles sont ses motivations, à quel moment il le fait. Deuxième partie, ça va être la relation véritable qui se forge entre l'entrepreneur et l'investisseur avec la partie négociation jusqu'au closing. Et la troisième partie, ça va être suite à l'investissement, comment se déroulent les relations entre les entrepreneurs et l'investisseur. Donc l'objectif, vous l'avez vu ces 2 jours, c'est d'avoir un panorama complet de tous les types d'investissements. Là tout à l'heure, on avait un petit investissement de Love Angel par le père vers le fils. Là, c'est plutôt un investissement de taille conséquente puisqu'on est à 2 millions. On a eu 5 millions tout à l'heure. Je commence par Sébastien. Sébastien, parle-nous un peu de ce que tu fais. Merci beaucoup Julien, je suis ravi d'être là. Donc Sébastien Méjean, je suis diplômé de l'ESSEC 2010. On était à l'incubateur depuis cette date-là. Et donc on est deux, on a fondé Sojins, qui est le premier site e-commerce de vente en ligne de jeans en Europe. On est sur modèle de distribution, c'est-à-dire qu'on vend les grandes marques. On a 130 marques aujourd'hui, donc Levi's, Wrangler, Diesel, les plus grandes marques. Et sur un modèle qu'on appelle full price, c'est-à-dire qu'on vend les jeans au prix boutique. C'est de la collection actuelle, c'est de la mode. Donc on n'est pas un site de déstockage. Aujourd'hui, on est ouvert, comme je l'ai dit, sur 7 pays en Europe, avec un gros focus sur France, Allemagne et Royaume-Uni. Et Sojins est ouvert depuis 1 an et demi. Voilà. L'italien. Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Lévy, merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis investisseur en capital risque depuis 15 ans environ. Notre fonds 360 Capital Partners est un fonds de capital risque classique pan-européenne avec une présence à Paris, une présence à Milan et une présence à Munich. Nous investissons surtout en France plutôt dans le digital. Nous avons fait pas mal de dossiers dans l'e-commerce depuis très longtemps. On avait investi par exemple fin années 90 dans une boîte qui s'appelle Yoox, qui est une boîte italienne qui peut-être vous connaissez, qui est un petit peu le leader incontournable dans la vente de fin de série de vêtements, accessoires de mode. Donc voilà, un petit peu pour faire simple, nous avons 300 millions en gestion, nous investissons activement en France et nous sommes des investisseurs qui nous sommes capables de faire de l'early stage, donc de rentrer bien en amont. Merci pour ces introductions. Sébastien, on rentre dans le sujet. Vous montez votre boîte à l'ESSEC et dans l'incubateur. À partir de quand vous commencez à vouloir lever des fonds? Pourquoi? Quelles ont été les motivations et quelles ont été vos démarches? Je parle là de la période un peu avant, jusqu'à la rencontre avec l'investisseur choisi. Parlez-nous un peu de cette aventure. Il y a 2 raisons. La première, c'est quand on voit que le peu d'argent qu'on avait réuni au départ diminue et que les rentrées ne sont pas en face. Donc là, on se dit qu'il va y avoir un problème. Surtout que nous, on est sur un business où on achète le stock. Ce qui veut dire qu'en fait, on achète le stock 6 mois avant d'être livré. Donc on était engagé sur des commandes qui allaient arriver 6 mois après. On n'avait pas de quoi les financer. Donc il fallait qu'on trouve une solution. Ça, c'était vraiment, je dirais, une raison très terrain et concrète. Et le deuxième aspect, c'est que de toute façon, on était sur un secteur de e-commerce où globalement, on constate, quand on regarde tous les acteurs, que tous ont levé de l'argent. Donc très modestement, on se dit qu'on n'est pas meilleur, ou en tout cas pas plus intelligent que les autres, et qu'il va falloir qu'on lève de l'argent aussi. Donc très concrètement, on avait lancé un tout premier site qui avait un autre nom à l'époque, puisqu'on travaillait que sur la France, que sur l'homme. Maintenant, on est pan-européen, on est hommes et femmes. Donc il y avait un premier site qui avait été lancé en septembre 2010. Et en janvier 2011, on avait commencé à travailler sur la levée de fonds. Donc assez tôt,
assez vite. Encore une fois, parce qu'on savait que de toute façon, tous les acteurs le faisaient, et que c'était sur un marché qui nécessitait une levée de fonds. Donc après, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le process. Oui, comment est-ce que vous avez contacté des business angels, des fonds quelles ont été les démarches pour aboutir à la rencontre finalement? Bah, nous, on avait de la chance parce que mon associé est diplômé de l'ESCP, moi de l'ESSEC. Donc c'est vrai on a accès aux 15, 20, 25 fonds ou business angels qui investissent de l'argent. Donc on avait fait un fichier très concrètement et on s'était imposé une règle, on s'était dit on n'envoie pas de dossier si on n'a pas de contact. C'est-à-dire concrètement ne pas envoyer un business plan à contact@360capitalpartners.com. On s'est dit voilà, il faut qu'on réussisse à avoir quelqu'un qui nous introduit, qui nous met en relation. Et d'ailleurs, c'est une démarche un peu générale qu'on a avec mon associé, qui est que c'est très bien de rencontrer beaucoup de gens, de discuter beaucoup, de faire beaucoup de rendez-vous. Et donc, en gros, on a fait un fichier Excel avec, je sais plus exactement, 15, 20, 25 fonds. À chaque fois, on avait des personnes qu'on connaissait, qui étaient des diplômés, ou en tout cas qu'on pouvait toucher un peu directement. Et après, il y a vraiment un processus assez classique où on envoie une vingtaine de dossiers, on rencontre 4-5 fonds, et puis on avance avec un nombre encore plus restreint. Côté du fond, c'est intéressant aussi d'avoir votre point de vue. Vous, comment est-ce que vous recherchez? Comment est-ce que vous avez accès au dossier? Les critères, les process que vous utilisez? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bon, alors, nous recevons de façon non sollicitée déjà pas mal de dossiers. Ils sont environ 1500 dossiers par an entre Milan et Paris. En fait, la qualité de ces dossiers, forcément, est pas excellente parce que il y a même du mal encore à comprendre à quel type de dossier s'adapte un investisseur comme nous. Donc, il y a tout un sujet d'ambition qui est la première raison pour laquelle il y a pas mal de dossiers qui nous arrivons même pas à rencontrer. Je pense que nous, on fait depuis toujours une activité de scouting actif auprès des entrepreneurs. Donc déjà, on participe à pas mal des événements, déjà pour donner un petit peu un retour investisseur aux entrepreneurs. On fait ça avec un certain nombre d'écoles, on fait ça avec des pôles digitales, etc. Donc ça, c'est une activité un peu proactive qui est très importante. Deuxièmement, ça nous arrive très souvent d'avoir des entrepreneurs qui on a déjà croisés pendant une autre expérience qui viennent nous ressolliciter. Ça, c'est, comme vous savez, c'est un profil qui les fonds aiment bien parce qu'avec un repeat entrepreneur, très souvent, même si c'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément un gros succès, il a quand même un profil où le risque d'exécution est beaucoup plus faible parce qu'il a déjà vécu un petit peu l'expérience de monter une start-up, l'accompagner, etc. etc. Je pense que dans le cas de Sojins, il y avait eu une introduction par le biais de quelqu'un ou c'était une mise en relation directe. De toute façon, c'est vrai que nous faisons pas mal d'activités. Je pense qu'une des activités les plus importantes que nous faisons, à la fois ici et en Italie, où il y a même un sujet un petit peu d'évangélisation parce qu'il y a une connaissance du capital risque qui est plus faible, c'est cette activité proactive de aller expliquer pourquoi des entrepreneurs qui ont le bon dossier peuvent effectivement lever de l'argent et se faire accompagner par des acteurs comme nous. Alors parlez-nous de la rencontre, c'est-à-dire vous envoyez votre email à une personne, c'est ça si j'ai bien compris, et 2 jours après, il y a 2 millions qui tombent. Comment ça s'est passé? Exactement comme ça. Non, plus sérieusement, en réalité, ce qui s'est passé, ça me fait mentir, parce que je vous ai dit qu'on s'était interdit d'envoyer des dossiers quand on n'avait pas d'interlocuteur d'introduction. Visiblement, là, on n'en avait pas. Donc, on a envoyé un dossier. Généralement, je pense que tu me contrediras pas, mais c'est un chargé d'affaires qui fait un premier filtre, je pense, sur les dossiers. Donc, on a eu cette personne au téléphone. On a discuté rapidement avec elle. On a eu un premier rendez-vous. Et de notre point de vue, le premier rendez-vous s'était très bien passé, alors que c'est quand même très en amont. Et on était assez confiants sur le fait que ça se passerait avec 360. Ce qui était quand même très énorme. Je me rappelle très bien, parce que c'était boulevard Sébastopol à l'époque, il y avait un petit café en face. Moi, juste après le rendez-vous, on était sortis, on avait appelé pas mal de monde pour dire bon, ce rendez-vous s'est bien passé, et je pense que ça va avancer. Donc
voilà comment ça s'était passé. Donc il y a eu ce premier rendez-vous-là, qui a débouché, si je ne me trompe pas, sur un deuxième rendez-vous. Je ne sais plus s'il y avait uniquement l'équipe de Paris ou toute l'équipe qui était réunie. Voilà, c'est ça. Donc il y a un premier rendez-vous juste avec l'équipe de Paris, un deuxième rendez-vous juste avec l'équipe de Paris, et après un ultime rendez-vous avec l'équipe italienne de 360 qui est venue à Paris. Donc là, on a redéroulé le pitch, qu'on avait traduit d'ailleurs en anglais entre-temps. Voilà, donc, mais c'est vrai que dès le démarrage, ça s'était assez bien passé, et on était confiant sur le fait qu'on irait loin. On avait dû voir, si je ne me trompe pas, 3 autres fonds, donc pas énormément, mais c'est vrai que voilà, on a tout de suite senti que le projet plaisait plus, et même de notre point de vue, on trouvait qu'il y avait un... Alors je ne sais pas si c'est lié au fait que ne soit pas purement franco-français, mais je dirais une capacité à décider, à se dire on peut prendre plus de risques était plus importante. Et on trouvait que ça nous correspondait plus, parce que c'est vrai que nous on cherchait à l'époque 1,5 million. Finalement c'est 360 qui a proposé de mettre un peu plus, parce qu'ils se sont dit que le projet avait de l'ambition. Et rien que cette démarche-là, alors qu'il y a des fonds, quand on fait 1,5 million, ils ont dit ok, vous êtes bien, ça m'intéresse, on met 500 000, eux ils proposaient de mettre plus. Donc rien que ce cheminement-là aussi, ça nous a conforté dans le fait de nous dire ils prennent des risques, ils ont envie, nous aussi, donc ça a bien fité. Bon, ben, c'est peut-être pas la lune de miel totale comme vous le décrivez. Il y a peut-être eu quand même un peu de négo, un peu de tension, forcément. C'est des montants importants. Donc, racontez-nous un peu du vécu. Là, on rentre dans votre intimité, d'une certaine manière. Alors, vous avez compris, ils ont pensé, ils sont complètement fous parce qu'ils sont prêts à nous donner tout l'argent qu'on demande, même plus. Donc voilà, non, je pense que nous, il y avait il y avait 2 choses qui nous avaient particulièrement frappé de la présentation de Sébastien et Raphaël. C'était d'un côté, bon, leur niveau d'énergie et leur enthousiasme dans la présentation du projet. C'était vraiment convaincant. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a su investir pas mal d'argent tout de suite parce que, en gros, ils avaient validé leur modèle de business, comme Sébastien disait, et ça, c'était très important. Eux, ils avaient déjà lancé un site qui était dédié hommes sous le jean. Et donc, ils avaient déjà validé pas mal de métriques autour de leur modèle économique. Et ça, c'est absolument clé. C'est vraiment important. Après, je pense que la partie la plus compliquée de la discussion n'a pas été autour des conditions absolues du tour. Oui, c'est vrai, on voulait mettre plus d'argent et eux, ils en voulaient moins. Mais c'était plutôt, il y a toute une série de clauses qui sont absolument standards dans le capital risque premier tour, qui forcément ne sont pas connues par tout le monde. Et donc, il y a des clauses comme le bed lever, comme des choses comme ça, qui prend du temps à rentrer dans la tête des entrepreneurs. Parce que des fois, vous n'imaginez pas exactement d'avoir ces types de clauses, qui en fait sont des clauses qui vont dans la logique de protéger l'investisseur qui est toujours un investisseur minoritaire, qui ne rentre pas dans la gestion de la boîte. Donc forcément, il a besoin d'un certain nombre de protections à différents niveaux. La liquidation participative ou non participative, les clauses de anti-dilution, etc., etc. Donc ça, effectivement, je pense que c'est surtout time consuming parce que une fois qu'on a même discuté du concept et on l'a mis un petit peu en musique dans la tête, il faut un petit peu de temps, je crois, de l'entrepreneur pour se convaincre que oui, je peux vivre avec ça. Disons que les questions financières, c'est assez simple. Hein. Donc, un investisseur, il met de l'argent pour une valorisation d'entreprise. Donc, partant de là, vous savez quelle partie du capital vous lâchez. Ça, c'est assez simple. Donc, il n'y a pas trop de problème, mais on sait tous faire un onglet Excel. Mais en effet, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a un certain nombre de clauses. Et pour répondre à la question de Julien sur voilà, qu'est-ce qui a pu créer des tensions, je pense que ce n'est pas le terme, mais en tout cas faire qu'il y a eu on a dû s'expliquer et c'était pas... ça coulait pas de source. C'est en effet un certain nombre de clauses juridiques qui d'ailleurs sont, petite parenthèse, sont importantes parce qu'elles reviennent finalement à modifier la répartition du capital. Donc elles ne sont pas si juridiques que ça, mais elles sont très financières. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxièmement, c'est qu'il y a un certain nombre de clauses un peu standards qui peuvent paraître, je dirais, normales pour l'investisseur et qui ne le sont pas pour nous. Je donne un exemple précis, on avait discuté là-dessus. C'était le fait que si Raphaël et moi, on part, ou même quand on quitte l'entreprise, on n'a pas le droit de partir avec des gens de Sojin.
Et nous, on s'était dit, mais attendez, c'est pas bien. Si on a recruté des gens avec qui on s'entend très bien, une DRH ou une DAF, c'est-à-dire des postes relativement support qui pourraient s'adapter à notre business, on a envie de partir avec eux. Et alors que c'est fait partie des clauses standards, et c'est vrai qu'on a passé un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à parler de cet élément-là, parce que ça nous semblait important et entre guillemets ça nous frappait, alors que pour Emmanuel 360 c'était complètement normal et il ne devait pas comprendre pourquoi on passait autant de temps là-dessus. Donc je pense que ce que dit Emmanuel c'est assez juste, c'est-à-dire qu'eux ils ont une vision de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas dans le marché, sur les clauses juridiques ou autres, alors que nous pas du tout on débarque. Donc il y a des choses qui sont standards, connues, normales, qui ne le sont pas pour nous. Et dans ces cas-là c'est vrai qu'on en vient quand même à tout discuter. Alors, passons maintenant à... bon, vous avez signé, l'argent est versé. Ça a pris combien de temps en 2 mots, juste? C'est allé très vite, hein, parce que je crois qu'en tout, ça a dû prendre 3 mois entre le premier rendez-vous et l'argent sur le compte. Donc c'est record hein, par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Là, ça va vraiment très vite. Je parle pas de love money, mais pour des gros montants, 3 mois, c'est très très rapide. Alors, vous investissez. Qu'est-ce qui se passe après? La relation entrepreneur-investisseur, qu'est-ce que l'investisseur attend de l'entrepreneur? Qu'est-ce qu'il lui apporte? Et dans votre cas précis, parlez-nous d'interaction qu'il y a eu significative. D'habitude, ça commence toujours avec la méfiance. Donc en gros, ils nous regardent, ils disent, bon, maintenant il vient à contrôler, etc. En fait, dans notre cas, je pense, mais je te laisse après réagir, je fais attention. Sébastien et Raphaël ont été capables ont compris depuis tout de suite qu'il y avait des choses qu'on pouvait apporter. Et que l'investisseur, au-delà de l'argent qu'il vous amène, peut vraiment vous apporter un peu de valeur ajoutée, qui vient de son expérience. Parce qu'on a déjà vécu toutes les problématiques qu'on a vécues pendant les derniers 24 mois. Moi, je l'avais déjà vécu sur Yux, par exemple. Et donc, je pense qu'on a trouvé vite une bonne chimie. Donc, la méfiance est un petit peu tombée et on a pu collaborer et travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Ça ne veut pas dire que moi, comme investisseur, j'ai la vocation à gérer la boîte. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment clair, je pense, toujours. Mais certainement, je peux, sur des sujets classiques, être utile à l'entrepreneur. Et eux, dans ce cas, je pense, ça ne marche pas toujours comme ça. Mais dans ce cas, je pense, le dialogue fonctionne bien. Oui, je suis assez d'accord. Juste après avoir levé de l'argent, vous avez l'impression, c'est comme quand il y a une élection présidentielle, vous avez été, vous êtes content, et maintenant vous dites, voilà, maintenant je dois faire mes preuves. C'est exactement le même sentiment, c'est-à-dire que vous vous dites pas, ça y est, c'est bon, c'est la fin, mais en fait c'est le début, donc tout commence. Je pense qu'en effet, la relation se passe vraiment très bien, que nous, comme le dit Emmanuel, on était assez à l'aise en fait avec le fait de faire venir d'autres personnes au capital, parce qu'on peut se dire finalement un entrepreneur, il fait ça aussi beaucoup pour la liberté. Quand il y a un fonds, il en perd un peu, c'est vrai. Mais déjà, on était à l'aise et surtout, je pense que d'un point de vue performance, c'est très sain d'avoir à rendre des comptes. C'est-à-dire que si jamais vous êtes juste avec... parce qu'on associe et aussi mon meilleur ami, c'est pas forcément facile de début de chaque mois de dire, bon voilà, on se pose tous les deux, on a fait un budget, on regarde l'écart au budget, on n'a pas été bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez difficile de se discipliner pour le faire. Et nous, on voit d'ailleurs sur d'autres copains qui ont monté des boîtes qui sont sur le capital, ils ne le font pas. L'avantage quand vous avez un investisseur, c'est que vous êtes forcé de faire cet exercice-là, ce qui est très sain, parce qu'en réalité, vous regardez vos performances, quand elles sont pas bonnes, elles sont pas bonnes, ça vous expose à la figure et vous dites voilà, il faut améliorer, et c'est sain. Donc je pense que le fait de devoir rendre compte, ça tire vers le haut. Et d'ailleurs, il y a eu une période récente où je pense que 360 nous a dit bon là, franchement, ça fait un petit moment qu'on a investi. Là, vous devez accélérer et un peu plus taper du poing sur la table par rapport à d'autres moments. Je pense que c'était sain. C'est-à-dire qu'évidemment, sur le coup, c'est un peu plus compliqué. Mais quand on regarde rétrospectivement, ça correspond aussi à des mois où le chiffre d'affaires il a encore plus progressé. Donc, il faut être... il faut savoir jouer avec les règles du jeu. Vous ne pouvez pas dire je veux avoir de l'argent et être 100% libre. Ça n'existe pas. Il faut être réaliste. Donc, il faut encore une fois se dire que cet exercice de rendre des comptes, ça tire vers le haut. Donc, je pense que c'est assez sain. Et pour reprendre ce que disait Emmanuel, je pense qu'en effet, l'autre sujet, au-delà de rendre des comptes un peu sur le business, de manière générale, sur les chiffres, il y a un certain nombre de points où il faut dire, voilà, nous, on a notre avis sur la question, eux, ils ont leur avis.
Dans quelle mesure on se dit qu'il faut écouter leur expérience versus nous qui connaissons la réalité du terrain aussi, parce que malgré tout, ils ont l'expérience, mais ils sont quand même pas dans le terrain. Donc c'est un équilibre qui n'est pas forcément facile à trouver sur un certain nombre de questions. On se dit voilà, c'est vrai, eux ils ont vécu ça, donc peut-être qu'on devrait les écouter, mais nous on le ressent tous les jours aussi. Et donc c'est cet arbitrage de dire dans quelle mesure on tire l'expérience ou on choisit nous-mêmes parce qu'on on est en train de la vivre tous les jours. Alors, une des particularités de 360 par rapport à pas mal de fonds qu'on voit, c'est qu'il est international. Et justement, Sojin, c'est un développement international. À l'ESSEC, on prépare à beaucoup de choses, mais pas forcément sur le développement d'une start-up à l'international. Et donc, j'imagine que la présence d'investisseurs qui ont une vision effectivement plus globale vous a aidé. J'aimerais, là c'est moi qui pose la question, j'aimerais comprendre comment ça s'est passé. Je sais que vous vouliez le faire, bien sûr, mais vous l'avez déjà fait. Comment est-ce que la relation s'est instituée sur cet aspect-là? Là, très clairement, c'est un exemple où autre sorte nous a tiré vers le haut, puisque au tout démarrage, on voulait lancer Sojin, du moins sur la France et l'Allemagne. L'Allemagne étant le plus gros marché en Europe. Et ils nous ont dit, c'est dommage, parce qu'en fait, on va mettre beaucoup de choses en place et on devrait lancer sur toute l'Europe. Et donc nous, on a dit, ok, on va lancer sur toute l'Europe. Donc là, c'est un bon exemple, encore une fois, de dire quelque part on a écouté et on les a suivis. Après, il y a d'autres inconvénients, qui, comme ils sont italiens, il faut qu'on fasse très attention à la traduction du site en italien, parce que sinon on a régulièrement des emails sur le wording. Mais non, plus sérieusement, en effet, je pense que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui tire vers le haut et qui fait que vous vous internationalisez plus vite. Ce qui est vrai, c'est que quand vous regardez les entreprises françaises par rapport aux allemandes, c'est des entreprises qui exportent très peu. Et nous, on s'est dit, on ne sera pas, encore une fois, modestement, on ne sera pas plus intelligent que les autres. Donc si on ne le fait pas dès le début, on sera comme les autres, on ne le fera pas. Donc on s'est dit, on va se forcer à le faire dès le début. Pas forcément facile, mais là, on fait quand même la moitié de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc ça valide aussi quand même ce choix. Oui, peut-être juste une anecdote par rapport à le fait que le grand oral a été fait en anglais. En fait, notre équipe à Paris, à Milan, on est complètement bilingue italien-français, mais nous demandons toujours aux porteurs de projet de présenter leur projet en anglais. C'est un filtre. Oui, c'est un filtre et je pense que ça nous aide un petit peu à comprendre s'ils sont vraiment à l'aise ou pas à faire une présentation en anglaise, parce que à partir du moment, comme dans le cas de Sojins, la boîte a 5 pays en parallèle à ouvrir, soit vous êtes vraiment à l'aise dans les autres langues, soit c'est difficile de penser d'aller ouvrir l'Allemagne en français, ça ne marche pas. Voilà, donc ça c'est vrai. Sur l'international, effectivement, la raison pour laquelle on n'était pas tout à fait d'accord sur le montant à investir était lié au développement à l'international. On trouvait que le développement en parallèle sur plusieurs pays, même si la boîte était toute jeune, c'est une très bonne idée. Une bonne idée pour valider des choses et aussi pour apprendre des choses, parce qu'on a appris pas mal de choses, je crois. Même entre les différents pays, sont des marchés très différents et donc ça nous a aidé pas mal. Voilà, donc pour la partie italienne, tu veux qu'on parle de rugby ou non? Non. Sur la partie italienne, l'Italie, c'est pas un de nos meilleurs pays. Et en fait, à notre conseil d'administration, il y a Emanuele et Fausto qui est à Milan et qui vient à Paris régulièrement pour les conseils d'administration. Et je sais qu'un des boards où on évoquait le fait que l'Italie marchait pas très bien, il y a Fausto qui nous a coupé la parole en disant que c'était pas vrai, que les commerces en Italie fonctionnaient très bien et qu'Amazon Italie, sur ses premiers mois, faisait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une anecdote, mais pour dire que la relation se passe bien. L'international, c'est vrai qu'ils nous ont poussé. On a appris des choses. On a quand même sous-estimé, je trouve, on s'est un peu dit, bon, on a un site, on a une plateforme, ce sera facile. On a quand même sous-estimé le fait que gérer quand même plusieurs sites, c'est très chronophage. Donc, probablement, c'était quand même intéressant à faire. Mais voilà, on a appris. Comment vous voyez maintenant l'avenir et le développement? Bon, 5 pays, un chiffre d'affaires qui monte, je le sais, qui fonctionne bien. Comment est-ce que le fonds entrevoit le futur de sa relation avec Sojins? Je parle développement, mais aussi sortie éventuelle. Quels sont les aspects que vous entrevoyez? Ça fait combien de temps là? 2-3 ans, hein, c'est ça? 1 an et demi. Donc c'est un peu tôt, mais vous avez déjà une vision, j'imagine. Déjà, une chose, nous restons en moyenne, ça c'est sur notre historique depuis 97,
7 ans dans les boîtes. Donc le sujet de la sortie est un sujet depuis le premier jour, au moins dans notre tête, mais c'est vrai on est capable d'attendre. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle très très souvent avec Sébastien Raphaël, on a un certain nombre de défis devant nous. C'est une boîte qui a une hyper-croissance, clairement. Et donc, il faut gérer l'hyper-croissance et trouver le bon équilibre entre hyper-croissance et le prix de l'hyper-croissance. Donc, les métriques doivent évoluer dans le bon sens. L'e-commerce aujourd'hui, c'est pas comme dans les années 90, c'est une science presque exacte. Donc, on a beaucoup de métriques, beaucoup de références. Donc, c'est un exercice maintenant de continuer à piloter la boîte en hyper-croissance, mais avec beaucoup d'attention à tous les KPIs et qu'est-ce qu'ils font les autres aussi, parce que le monde de l'e-commerce a beaucoup évolué dernièrement. Donc, pour nous, c'est ça, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, pour faire une boîte successful dans l'e-commerce, il faut de la masse critique. Donc, on sait qu'on est au tout début. Mais voilà, je pense que les objectifs sont très clairs. Je pense qu'on partage les priorités. Donc maintenant, c'est vraiment dans l'exécution que se joue. Il y a juste un élément que je voulais ajouter sur la relation investisseur-entreprise. On a, fin mai, on a identifié un concurrent à racheter, qui était quelque chose qui n'était pas quelque chose qui était prévu ni d'un point de vue stratégique, ni d'un point de vue financier. Et c'est vrai qu'on avait besoin du soutien de 360 et c'était intéressant parce que je pense qu'on a présenté le dossier à Emanuele d'abord, puis encore une fois à l'équipe italienne et très clairement ils nous ont suivis. Donc c'était quand même une assez grosse opération pour une boîte aussi petite que la nôtre. On est au tout début, on a quand même racheté une boîte, rapatrié 15 000 pièces en stock, licencié une partie du personnel, on a repris une partie, donc c'était quand même une opération assez lourde, même par rapport à notre niveau. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont suivis. Donc ça montre que la confiance, je pense qu'elle est là, c'est fondamental. Et même ça, c'est encourageant. Parce que c'est vrai que quand vous voyez que vos investisseurs vous font confiance, bah, c'est encourageant, c'est stimulant et ça permet aussi de se dépasser au quotidien. Au niveau de l'intervention dans la stratégie de SoJeans, à l'époque, je me souviens, on s'est dit pourquoi un site spécialisé dans les jeans uniquement? Est-ce qu'il ne faut pas lui donner une version plus large avec d'autres produits? Enfin bon, c'était tout un débat et le choix a été fait, bien sûr. Et j'ai l'impression que c'est le bon. Néanmoins, quand justement on veut atteindre des volumes et de la croissance et peut-être des perspectives de sortie aussi, est-ce que ce positionnement n'est pas remis en question de temps en temps ou est-ce qu'il y a des discussions autour de ça? Sébastien, si tu veux. Je pense que c'est une question qu'on a eu un débat qu'on a eu tous les 5 jours depuis 2 ans, à peu près. Non. Quand Pixmania a été lancé, c'était une entreprise qui développait des photos. On voit aujourd'hui ce que c'est devenu. Je pense que les positionnements à un moment donné, ils sont peut-être bons à un moment donné, ils doivent savoir évoluer. Aujourd'hui, SoJeans, la volonté, c'est vraiment de rester de devenir et de continuer sur le positionnement numéro 1 du jean. Néanmoins, on va introduire, on a déjà commencé, mais à partir de juillet prochain, d'autres catégories de produits. Le raisonnement, c'est le suivant, c'est de dire que si vous avez un client qui a acheté 2, 3, 4 jeans Levi's chez vous, et ça se passe parce que le client est très satisfait du service, c'est dommage de ne pas lui vendre aussi du t-shirt, de la chemise ou d'autres catégories de produits. Autrement dit, on a une démarche très pragmatique d'accompagner nos clients, on les écoute, et surtout, encore une fois, très modestement, on regarde ce qui se fait ailleurs. Et quand vous regardez une marque comme Levi's, qui est le symbole de la marque de jean, elle fait que 35% de son chiffre d'affaires sur le jean. Le reste, c'est du produit complémentaire. Donc d'un point de vue vraiment purement business, on se dit qu'aujourd'hui, alors qu'on fait 95% sur le jean, en réalité, on a beaucoup de chiffre d'affaires qu'on perd ou sur lesquels on ne capitalise pas, en vendant pas cette catégorie de produits. Donc on veut vraiment rester sur une identification avec le jean, mais en étant capable de vendre d'autres catégories de produits. Je pense que l'idée est rester avec un modèle économique qui peut évoluer dans le temps. Il faut s'adapter, il faut de la souplesse, il faut de l'intelligence aussi. Donc là-dessus, je pense que l'esprit est celui d'exécuter sur le modèle actuel, mais c'est vrai que les choses peuvent évoluer. Il ne faut pas rester trop fermé sur des idées acquises. Voilà, je reviens encore une fois, on arrive à la fin de cet entretien, mais on va passer aux questions aussi du public. Je reviens sur la sortie et sur l'expérience de 360.
parce que vous avez effectivement pas mal de bouteilles, vous en avez vu des sorties. Quels sont les types de sorties que vous réalisez d'habitude, auprès de qui? J'imagine que c'est très varié. Évidemment, dans le cadre de Sojin, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Parler aujourd'hui des sorties est pas évident. Moi, je peux dire, depuis notre origine, on a utilisé les IPO comme sortie, même encore en 2007 et 2009. Donc, après la période où c'était vraiment un chemin facile. Aujourd'hui, les sorties en IPO, effectivement, c'est difficile. On voit pas mal de boîtes, même européennes, qui vont s'écoter au NICE, à New York. Mais en Europe, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, sauf la partie biotech. Donc, forcément, aujourd'hui, si nous pensons à Sojins dans le spécifique, je pense que c'est plutôt un trade sale, donc un racheteur industriel. D'un côté, là-dessus, je pense que le retailers traditionnel commence à regarder de tout près l'e-commerce, et donc il y aura des opportunités dans ce champ-là. Mais même sur ce sujet de la sortie, je pense que bon, ça sera aussi en fonction de marché et s'il y aura des chemins alternatifs. Aujourd'hui, je dirais un racheteur industriel est la solution la plus probable. Et après, en fonction aussi des résultats financiers, vous pouvez imaginer, même pour des boîtes comme ça, des sorties avec des fonds LBO, qui en a pas mal fait entre 2006 et 2009. Et en ce moment, ça se fait un peu moins, mais pas beaucoup moins. Je trouve que si les fondamentaux sont bons, donc il y a vraiment la rentabilité et au rendez-vous, même des opérations avec des LBO funds sont envisageables. Je vais demander à nos deux intervenants de conclure par deux ou trois recommandations qui leur semblent clés de leur point de vue, hein, en tout cas de par leur expérience. Hein, évidemment, on reste sur votre expérience à vous et particulièrement l'expérience de couple. Et puis on passe aux questions du public. Je pense que le plus important dans ce climat où tout le monde dit que tout va mal, tout le monde est blasé et tout le monde fait la gueule, je pense que le plus important c'est de se lancer déjà, parce qu'en réalité personne n'a aucune idée de la qualité d'un business avant de le lancer, personne, même les plus grandes pointures du secteur, c'est le premier point. Et je pense que il y a un moment aussi, il faut savoir se jeter à l'eau. Il y a beaucoup de phrases qui sont collées dans mon bureau. Il y en a une que j'aime bien, c'est que de choses il faut ignorer pour agir. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens très intelligents qui vont vous démontrer par A plus B, mais très théorique, que votre business ne peut pas marcher ou que ça ne fonctionnera pas. Vous lancez, par un miracle de la réalité, ça fonctionne. Donc il y a un moment, il faut aussi savoir pas trop se poser de questions, foncer et puis jeter à l'eau. Pour moi, il y a trois choses à vous dire. Bon, d'abord, vous avez à Paris le privilège d'avoir un écosystème de capital risqueur relativement bien développé. Et donc, vous avez des fonds qui sont très, très différents entre eux. Donc, avant d'aller chercher de l'argent, passez un peu de temps à comprendre quelle est la spécialisation de chaque fonds. Les fonds ont tendance à, surtout ceux qui sont très actifs dans le digital, à communiquer pas mal à travers Twitter, à travers des blogs, à travers leur site. Donc, essayez vraiment de comprendre quels sont les fonds qui ont le fit meilleur par rapport à votre projet. Ça, c'est très important. Donc, plutôt que faire une liste de 25 et faire du spamming, c'est mieux de faire 3 rendez-vous corrects, mais avec les bonnes personnes. La deuxième chose, et c'est très important de se préparer au rendez-vous avec les fonds. Donc, il faut être. Moi, j'aime pas vraiment les présentations de 50 slides, très compliquées, etc. Il faut être très simple. Vous avez un niveau d'attention qui reste élevé par 20 minutes. Donc, il faut vraiment bien vendre son propre projet de façon claire. Le fait d'être clair rassure l'investisseur. Parce que, bon, déjà, on comprend et on pense aussi que vous avez compris de quoi vous parlez. Des fois, moi, je termine des rendez-vous où j'ai rien compris et je pense que même l'entrepreneur, il n'a pas vraiment tout compris non plus de son sujet.
Et peut-être la dernière chose est, surtout dans le capital risque early stage, les investisseurs, ils ne sont pas que des investisseurs financiers. Il faut vraiment bien comprendre quelle est la valeur ajoutée qu'un fonds peut vous apporter, et il faut bien exploiter cette relation. Je pense que c'est pas que de l'argent. Si vous cherchez que de l'argent, certainement c'est pas nous, mais c'est pas les capital risqueurs de la place de Paris que vous devez chercher. Il y a d'autres schémas possibles, de l'argent public, etc. Mais si vous voulez quelqu'un qui vraiment vous accompagne, il faut bien utiliser et exploiter cette relation. On va passer aux questions. Je crois qu'il y en a une ici. Je vous apporte le micro. Bonjour, donc je suis Mickaël, gérant de la société déclicdeco.com. Donc on est une société e-commerce qui fonctionne déjà depuis 4 ans. On est aussi en recherche de levée de fonds. J'avais une question assez concrète pour nous. Est-ce que vous préférez, je vous pose la question à Emmanuel, en tant que fonds, une société qui a une croissance exponentielle avec une rentabilité assez faible au départ, ou est-ce que vous préférez plutôt une jeune société qui va contenir son chiffre d'affaires et va essayer d'être plus rentable les premières années? Alors, je pense que d'abord, je voudrais voir quel est le marché que vous adressez pour comprendre quel est le potentiel de croissance. Et après, il n'y a pas que la rentabilité bottom line, donc il n'y a pas que le résultat net dans une boîte e-commerce. On est capable d'investir dans des boîtes qui perdent de l'argent, mais qui ont des métriques qui vont dans le bon sens. Autrement dit, est-ce que vous gagnez ou vous ne gagnez pas par commande que vous gérez, par exemple. Donc, il y a pas mal de paramètres à regarder. Donc, la réponse, je dirais, est s'il y a un gros potentiel de croissance et il y a un bon trend dans les métriques, donc on voit clairement que vous allez dans le bon sens, ça nous intéresse. Bonjour, Antoine Stolstener. Je voulais poser une question à Sébastien. En fait, au niveau de la communication, comment est-ce que tu as fait au début? Parce que donc tu as lancé ton site. Comment est-ce que tu fais, par exemple, pour que les gens soient au courant, juste que les gens soient au courant que, par exemple, SoJeans existe et aient envie d'aller dessus, tout simplement? Je dirais qu'on a beaucoup enrichi Google. Donc on a fait beaucoup de communication sur Google. Après, il y a tous les canaux d'acquisition classiques sur un site e-commerce, donc l'affiliation, les comparateurs de prix, l'emailing. Donc on a, je dirais, essayé d'exploiter au maximum l'ensemble des canaux payants. Ce qui est sûr, c'est que lancer un site e-commerce, enfin, ouvrir un site e-commerce, c'est la partie très facile. L'enjeu, c'est de le faire connaître et plus concrètement de faire venir des gens dessus. Donc au démarrage, quand vous n'êtes pas connu, vous ne pouvez pas vraiment compter sur, je dirais, une visite naturelle, hein, donc vous devez payer. Donc là, c'est vraiment le comparateur de prix, la publicité sur Google, l'affiliation emailing, comme je l'ai évoqué. Non, on a et un marché, une vision qui est que le e-commerce et le jean sont des produits de masse et donc sont pas très adaptés à des initiatives assez locales. Donc en gros, soit on inonde avec la publicité Google, avec l'email, on est capable de toucher des centaines de milliers, voire des millions de personnes, mais avoir un petit pop-up store dans le Marais, je suis pas sûr. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit au démarrage. Je suis pas sûr que ce soit la panacée. Bonjour, Mathieu Lanne-Villoin. Je voulais simplement vous poser une question pour savoir comment est-ce que vous avez financé vos premiers achats de stock avant même la levée de fonds, en fait, pour prouver votre modèle et vos métriques, parce que j'ai compris que c'était très important. Comment est-ce que vous avez financé vos premiers achats de stock? Emmanuel disait qu'on avait de la chance en France parce qu'il y avait un écosystème capital risque qui était favorable, mais d'une manière générale, il y a beaucoup d'aides à la création d'entreprises. Le problème de la France, c'est plutôt d'aider à la croissance, mais au tout démarrage, je pense qu'il y a beaucoup d'aides. En particulier, il y a des réseaux de chefs d'entreprise, de créateurs. Le réseau Entreprendre Paris, ils ont un stand là-bas qui est très bien, qui en plus, donc c'est un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro, 30 000 euros, qui en plus doit se greffer sur un prêt bancaire. Donc si vous n'avez pas arrivé à obtenir un, ils vous aident.
Donc nous, ça a fait 30 000 euros, plus 70 000 euros de prêt bancaire, 170, pardon, 100, 30 plus 70. On a eu en plus une aide d'Oseo, 30 000 euros. Donc on a quand même réussi à avoir au débarrage sur la table, on n'a pas mis beaucoup d'argent nous-mêmes, on avait quand même 200 000 euros sur la table, ce qui est une somme quand même assez importante. Donc ça a permis de financer en effet les 2 premières saisons. Et la troisième, comme je vous l'ai dit, heureusement qu'on a levé de l'argent. Bonjour. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi vraiment le réel enjeu entre entreprendre et la croissance, en fait, entre croître et entreprendre? J'ai pas très bien compris en fait la question. L'enjeu entre, j'imagine un enjeu de vie ou de plaisir, etc., entre entreprendre et avoir sa boîte, et puis entreprendre et faire croître une boîte de manière accélérée. Je pense que c'est très variable selon les gens. Créer sa boîte, c'est énormément d'énergie. Donc moi, je me verrais pas créer 200 modes tous les 3 jours. Et je trouve donc j'aime bien développer. Et ce que je veux dire en plus, c'est que je trouve que créer, c'est pas forcément le plus dur. C'est compliqué parce que il y a beaucoup de barrières et c'est les premiers pas, etc. Mais je trouve que la partie développement, c'est encore plus dur parce que déjà, vous avez plus de responsabilités, vous avez des salariés que vous payez. Donc, si à un moment, vous n'êtes pas bon, c'est compliqué pour eux aussi. Donc, c'est plus d'enjeux, c'est plus de responsabilités. Puis, c'est un côté quand même plus sympa. C'est toujours plus sympa de travailler quand vous êtes 20 comme aujourd'hui, quand vous êtes tous les deux dans votre salon. Enfin, il y a des choses quand même plus sympas quand vous êtes une grosse boîte. Donc, je dirais que après, c'est très personnel. Mais moi, j'aime bien la partie développement, croissance et surtout, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que les partenaires que vous rencontrez, même votre métier, il évolue beaucoup entre le moment où vous créez, où vous faites tout, et le moment où après vous vous développez. Au démarrage, évidemment, vous avez le service client, donc vous répondez au téléphone. Et là, on fait des choses qui n'ont rien à voir. Et ça, c'est intéressant, parce que si vous faites que créer votre boîte, vous revenez un peu à faire toujours la même chose, les premières demandes de financement, Oseo, etc. Quand vous développez, petit à petit, vous faites des choses, dans 3 mois, je fais des choses que je ne faisais pas aujourd'hui, parce que le stade de développement de l'entreprise l'exige. Oui, j'ai une question pour vous parler de validation de métriques. Quel degré d'avancement, quel historique de métriques vous recherchez pour pouvoir considérer que vous en savez assez pour pouvoir prendre un risque financier? Ça change beaucoup en fonction des dossiers. Si on prend un dossier e-commerce par exemple, le fait que Jinsom avait déjà fait 2 saisons complètes était une bonne horizon pour dire ok, les maîtrises commencent à nous dire quelque chose. En réalité, si nous regardons des dossiers plus dans le mobile par exemple, vous commencez à avoir des boîtes qui, même après 6 mois de vie, ont 400, 500 000 téléchargements, 150 000 utilisateurs mensuels, etc. C'est juste une question de savoir bien lire derrière ces métriques. Je pense qu'il n'y a pas une durée fixe, ça peut être même très court, surtout sur ce nouveau business qui ont ces taux d'adoption monstrueux et donc ces taux de développement et téléchargement qui sont monstrueux. Donc il ne manque pas les métriques pour analyser même après 6 mois. Mais bien évidemment, toujours par rapport au type de business qu'on regarde. Oui, bonjour. Je ne connais pas le montant de votre capital, mais quel pourcentage du capital vous avez perdu pour 2 millions d'euros? C'est un chiffre sur lequel on ne communique pas. En revanche, ce qui est important de savoir, c'est que les fonds de capital risque n'ont pas vocation à diriger la boîte. Donc à partir du moment où ils n'ont pas vocation à diriger la boîte, ça veut dire qu'ils prennent nécessairement une participation qui est minoritaire. Juste
peut-être encore une question. Vous avez dit que vous avez consulté d'autres capitaux risqueurs. Est-ce que vous avez eu le choix ou est-ce que 360 a été le seul et finalement vous n'avez pas eu le choix et si oui, si vous avez eu le choix, qu'est-ce qui a fait vraiment la prise de décision? Je pense que vous en avez déjà un petit peu parlé. Mais... Quelque chose qu'on a assez mal fait la première levée de fonds et quelque chose qui est important à faire, c'est d'arriver à avoir un timing où vous voyez les fonds au même moment et vous arrivez à gérer votre process de levée de fonds de telle sorte à ce que les premiers rendez-vous vous ayez lieu la même semaine, deuxième rendez-vous la semaine après, comme ça vous êtes sûr d'avoir un niveau d'avancement qui est le même pour tous les fonds. Pourquoi c'est important? Parce que, de manière très concrète, un fonds il vous fait une term sheet, une lettre d'engagement qui vous lie avec lui. Donc si vous voyez un premier fonds et que le deuxième vous le voyez 3 mois avant, le premier fait une proposition tout de suite, vous ne pouvez pas dire attendez j'attends le deuxième parce que de toute façon ça n'arrivera que dans 3 mois. Autrement dit, nous, ça on l'a pas bien fait, donc on n'a pas su, je dirais, raccourcir suffisamment, concentrer plutôt cet timing-là. Et donc concrètement, au moment où on a eu la proposition 360, globalement c'était la seule qu'on avait. Je peux rebondir sur ça. Je pense que effectivement il y a un sujet de vitesse. C'est vrai que surtout dans les premières phases de vie d'une société, c'est pas très récurrent d'avoir de la compétition sur un premier tour. Typiquement, ça se passe comme ça. Il y a un fonds qui aime bien le dossier, qui se positionne, et très souvent l'équipe n'a pas énormément de temps ni trop d'envie, parce que probablement il n'y a pas la bonne chimie avec les autres, de faire attendre le fonds qui a fait l'offre. Donc c'est dans les phases, dans le deuxième et le troisième tour, c'est beaucoup plus commun d'avoir une vraie concurrence entre fonds et des conditions, et donc du coup l'entrepreneur peut même utiliser la concurrence pour améliorer un petit peu les conditions de la levée. Mais un amorçage, c'est plus rare. Au moins, dans mon expérience en France, c'est pas très courant. Merci pour cet échange très riche. Je vous demande d'applaudir nos 2 intervenants.